Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes per detail. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 126 dans lequel nous allons parler des PFAS et de leur impact sur la santé et sur le microbiote. Alors déjà, je pense que je vais commencer l'épisode en vous rappelant que sont les PFAS. Peut-être que là vous êtes en train de vous dire de quoi elle parle la dame, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc les PFAS, ça s'écrit PFA. Et c'est un acronyme, on peut dire ça à peu près, qui regroupe en tout cas toutes les substances, attention ça va être compliqué, toutes les substances perfluoroalkylées, c'est ça, et les substances polyfluoroalkylées. Voilà, donc vous voyez que PFAS c'est quand même un petit peu plus facile à dire. Donc globalement, qu'est-ce que ce sont ces PFAS ? C'est ce que l'on appelle aussi aujourd'hui les polluants éternels. Donc déjà ça fait pas trop rêver. Et donc les PFAS, c'est un groupe de plus de 4700 produits chimiques synthétiques, donc ça fait beaucoup, qui sont en gros énormément utilisés dans beaucoup d'industries. Et en fait, ils sont appelés les polluants éternels ou produits chimiques éternels en raison de leur persistance un peu exceptionnelle dans l'environnement et dans le corps humain. En fait, ce sont des substances qui s'accumulent progressivement et qui ne se dégradent pas au fil du temps, par rapport à d'autres substances qui effectivement ont tendance à quand même finir par s'évacuer et s'éliminer au fil du temps. Eh bien, les fameux PFAS, ils ont tendance à ne pas s'effacer et à s'accumuler progressivement, donc ce qui les rend effectivement quand même assez nocifs parce que c'est vraiment quelque chose qui reste quasiment éternellement, on va dire. Donc ces PFAS, dans quoi est-ce qu'on va les retrouver ? Eh bien malheureusement on les retrouve dans beaucoup de produits de la vie quotidienne, notamment dans les emballages alimentaires résistants à la graisse par exemple, et les ustensiles de cuisine anti-adhésifs. Donc vous voyez notamment les poêles anti-adhésifs qui contiennent notamment du téflon. Le téflon en fait partie de ces PFAS. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu anti-adhésif, ne serait-ce que par exemple dans les emballages, les boîtes de pizza par exemple, eh bien il y a une espèce de fine couche un petit peu comme du plastique pour faire en sorte que le gras de votre pizza ne traverse pas le carton et ne dégouline pas sur vos mains ou sur vos genoux. Et bien ça fait partie en général, ça contient des PFAS, donc c'est présent aussi là-dedans. On les retrouve aussi dans les textiles résistants aux taches, notamment comme les vêtements imperméables, dans certains tapis aussi, dans tout ce qui va en gros être un peu une protection contre le gras, contre les taches, etc. Alors pas tout, il ne s'agit pas de tout généraliser, mais voilà, on les retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est mousse anti-incendie. Il y en a aussi beaucoup dans les vêtements utilisés par les pompiers notamment, puisque c'est aussi quelque chose qui va protéger contre les grosses chaleurs. C'est un peu ce qu'on appelle des retardateurs de feu. Enfin voilà, j'ai pas tous les termes techniques, mais voilà. C'est aussi présent dans énormément de produits industriels. Je vais pas vous faire toute la liste parce que déjà je la connais pas, mais en plus de ça, même si je la cherchais, je pense que je la trouverais pas tellement la liste serait longue.
longue, et même si, imaginons, je la trouvais, je pense que ce podcast ferait à peu près 28 heures, le temps que je vous donne un petit peu toute la liste. C'est ça qui est un petit peu flippant. Et on en trouve aussi, petite, un peu, pas anecdote, mais voilà, chose à savoir, c'est qu'on en trouve aussi dans les cosmétiques waterproof. Vous voyez, encore une fois, cette notion de résister à l'eau, etc. Voilà, et bien il y a aussi des PFAS dans quasiment tous les cosmétiques waterproof. Et en fait, pourquoi ils sont utilisés en grande majorité, ces fameux PFAS ? C'est que ce qui est intéressant chez eux, c'est leur stabilité chimique. En fait, c'est au niveau de leur structure moléculaire. Alors, je vais pas vous faire un cours de biochimie, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les PFAS, ils sont composés de chaînes d'atomes de carbone et de fluor. Et en fait, la liaison carbone-fluor, c'est une des plus fortes connues en chimie et c'est une des plus difficiles à éliminer. En fait, c'est vraiment quelque chose de quasiment indestructible. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont utilisés dans beaucoup d'industries différentes, que ce soit dans les industries alimentaires, d'ameublement, de protection, dans les cosmétiques, etc. Parce qu'à la base, c'est des choses qui sont intéressantes d'un point de vue chimique, puisque ça permet des propriétés qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le problème, c'est que, en général, on n'a rien sans rien, et que, le prix à payer de tout ça, c'est qu'en fait, ce sont des produits extrêmement toxiques, à la fois pour l'être humain, mais aussi pour l'environnement, parce que ce sont vraiment des polluants, et comme je vous disais, cette liaison carbone-fluor, c'est une des plus fortes connues en chimie, et c'est aussi une des plus indestructibles, donc en fait, c'est quelque chose qui va rester de manière quasiment infinie, et donc qu'on va retrouver et qui s'accumule de plus en plus. Et là où ça nous concerne, c'est que on en absorbe via les produits de consommation courante, donc via l'alimentation, notamment certains produits qui sont emballés dans des contenants qui contiennent des PFAS, mais aussi un peu dans l'air qu'on respire, c'est-à-dire que vous achetez un meuble par exemple dont la fabrication a nécessité l'intervention de PFAS, et bien ça va se diffuser dans l'air aussi, ou vous achetez un tapis aussi qui est effectivement anti-tache, etc., il va diffuser un peu des PFAS dans l'air, et on en retrouve majoritairement dans l'eau. En fait, c'est un peu là le gros problème, c'est que du coup, tous ces PFAS, ils vont se retrouver effectivement dans l'eau que l'on consomme au quotidien. Et là où ils sont problématiques, ces fameux PFAS, c'est que en fait ils font vraiment partie de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc ce qui signifie qu'ils vont perturber le système hormonal. Or le système hormonal, c'est un petit peu la base de tout, et c'est ce qui va effectivement faire que notre santé, elle va être bien ou elle va être pas bien. Et donc cette exposition prolongée aux PFAS, elle peut avoir énormément de conséquences sur la santé. Ça peut aller des dysfonctionnements de la thyroïde notamment, donc qui va aussi influencer toute la régulation hormonale, tout le métabolisme. C'est vraiment la thyroïde, c'est la tour de contrôle un petit peu du corps humain. Donc si la thyroïde commence à dysfonctionner, c'est tout le reste qui va être perturbé. On peut aussi avoir des fortes perturbations de la fonction hépatique, donc qui vont vraiment affecter la capacité du foie, notamment à éliminer les toxines, parce que le foie, c'est vraiment notre système d'épuration, c'est notre système de filtration, il va filtrer tout ce qui passe par le corps, et notamment les déchets, et les PFAS font partie des déchets, donc s'il y a une accumulation de ces fameux PFAS dans le foie, eh bien le foie va moins bien fonctionner, il va moins être capable de détoxifier, et donc ça peut aussi engendrer des gros soucis. Ça peut aussi bien sûr augmenter les risques de cancer, notamment tout ce qui va être cancer du rein, du testicule, selon certaines études. C'est pas toujours évident de trouver des études sur les PFAS, il y en a de plus en plus, mais j'ai l'impression que c'est encore pas toujours évident de trouver les infos. Donc bien sûr là aussi ce que je vous dis dans cet épisode, comme d'habitude, ça n'a pas vocation à être hyper exhaustif, je suis pas en train de vous faire un cours magistral sur les PFAS. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de vous donner un petit peu des informations que j'ai pu trouver un peu à droite à gauche. Après, bien sûr, à vous de faire aussi vos propres recherches si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Et donc, pour revenir à nos impacts sur la santé, donc les PFAS, ils vont aussi, bien sûr, impacter tout ce qui est fertilité et potentielles complications lors de la grossesse, puisque comme ça fait partie des perturbateurs endocriniens, ça joue aussi énormément sur la fertilité, bien sûr, et ça c'est aussi une grosse problématique, notamment dans notre société aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ces PFAS, moi ce qui m'a intéressé en particulier, c'est leur impact sur le microbiote et la digestion. Et vous vous doutez bien qu'effectivement, ils ont un impact sur le microbiote,
Sauf que j'ai eu du mal à trouver des études vraiment, fournies sur tout ça. J'ai trouvé j'ai trouvé quelques études qui en gros étaient un peu des débuts d'études, quoi, qui commençaient un petit peu à montrer effectivement l'impact des PFAS sur le microbiote. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore assez de recul, ça fait malheureusement trop peu d'années qu'on s'intéresse vraiment à l'impact de ces fameux PFAS sur la santé. Et donc ce que j'ai trouvé un petit peu, c'est que les études que j'ai trouvées, elles montraient que les PFAS, ils peuvent perturber notamment l'équilibre entre les bactéries firmicutes, donc qui sont intéressantes dans une certaine quantité, mais ni trop peu ni trop, et entre les bactéroïdètes. Et en gros, ce qui est important dans un microbiote, c'est justement ce rapport entre les firmicutes et les bactéroïdètes. Il faut qu'il soit à peu près optimal, qu'il soit d'une certaine valeur, on va dire. Et en général, quand il y a une accumulation de PFAS, ça va avoir tendance à faire augmenter les firmicutes et à diminuer les bactéroïdètes. Donc là, comme ça vous parle peut-être pas beaucoup et vous vous dites ouais, bon bah super, au pire ça fait un petit déséquilibre. Sauf qu'en fait, à partir du moment où le microbiote est déséquilibré, c'est là où vraiment les soucis peuvent commencer. Et j'ai aussi vu passer dans les études que notamment quand il y avait une accumulation de PFAS, le microbiote produisait beaucoup moins d'AGCC, donc ces fameux acides gras à courte chaîne qui sont primordiaux pour la santé intestinale, la santé du cerveau, la santé de tout notre corps à peu près, et qui en général, leur bonne production dépend d'un microbiote équilibré. Quand le microbiote est déséquilibré, effectivement, leur production elle a tendance à être aussi perturbée, sauf qu'en fait, ces petits AGCC, c'est vraiment une mine d'or pour la santé, et quand il y en a plus assez, ou en tout cas quand leur production est perturbée, eh bien ça peut aussi fortement jouer sur notre santé au global. J'ai vu aussi passer, bien sûr, dans ces études que une perturbation de ce microbiote, ça engendrait aussi une perturbation de la digestion des protéines et notamment vraiment de l'absorption des acides aminés, ce qui va effectivement affecter directement le métabolisme et la santé digestive, puisque vous m'avez sûrement entendu déjà en parler plusieurs fois. Les protéines, c'est hyper important, et le fait d'être capable de bien les digérer et de bien absorber les acides aminés, c'est aussi une des fondations de la santé, et sans ça, on peut pas trop être en bonne santé. Forcément, on risque d'avoir pas mal de complications, puisque les acides aminés, c'est vraiment les briques qui nous servent à construire tout ce qu'on a besoin de construire pour être en bonne santé. Donc voilà, effectivement, un microbiote déséquilibré par les PFAS, forcément ça va engendrer beaucoup de problèmes de santé. Et ce qui m'a intéressée aussi, c'est de voir à quel point le microbiote peut servir à détoxifier aussi un petit peu ces PFAS, puisqu'il faut savoir qu'effectivement ils ont tendance à s'accumuler dans le corps humain. Normalement, le corps humain est quand même capable d'en évacuer une partie via notre mécanisme de détox, notamment via le travail du foie. Donc on est capable d'en éliminer une petite partie, et notre microbiote pourrait être capable lui-même d'en éliminer une partie. J'ai vraiment eu du mal à trouver des études sur ça, donc j'aurais pas beaucoup plus d'infos à vous donner sur ça, mais il faut savoir que si vous avez un microbiote en béton armé, donc c'est-à-dire un microbiote bien équilibré, bien épanoui comme il faut, il pourra aussi vous aider à éliminer les potentiels perturbateurs endocriniens auxquels vous pourriez être confronté dans votre environnement. Donc c'est un peu, vous voyez, c'est encore cette histoire d'équilibre, c'est-à-dire que à la fois c'est important d'être en bonne santé pour pouvoir aussi faire face aux agresseurs, on va dire, un petit peu de notre environnement. Mais il y a aussi le côté à quel point les agresseurs de notre environnement vont impacter notre santé et notamment notre microbiote, et donc vont aussi, c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que si on a un microbiote qui est déséquilibré, on sera aussi plus fragile à tous ces perturbateurs endocriniens, et plus on sera confronté à ces perturbateurs endocriniens, plus ça va déséquilibrer notre microbiote. Donc d'où l'importance d'essayer d'optimiser toujours au maximum son petit microbiote. Alors ça, je vous en parle dans beaucoup d'épisodes, donc je vous invite à aller les réécouter si effectivement vous souhaitez tout connaître de votre microbiote. Je vous avais notamment créé un petit e-book récapitulatif qui est les 10 règles d'or pour avoir un microbiote au top du top. Je vous remets le lien en description de cet épisode si vous souhaitez le télécharger, il est tout à fait gratuit. Donc maintenant qu'on sait un petit peu tout ça, on peut se dire super, comment éviter ces fameux PFAS ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être confronté à ces fameux PFAS et éviter qu'ils ne s'accumulent dans notre organisme et dans l'environnement ? Donc honnêtement, il est assez difficile de les éviter complètement parce que, vous l'aurez sûrement compris en début de cet épisode, il y en a à peu près
partout, en tout cas il y en a dans énormément d'éléments et je pense que autour de vous actuellement, là où vous écoutez ce podcast, vous avez sûrement beaucoup de PFAS qui vous entourent et c'est comme ça et c'est pas qu'on peut pas y faire grand chose, c'est que presque en fait, enfin voilà, c'est qu'il y a un moment, c'est un peu comme les bactéries, hein, vous êtes entouré de bactéries, bon sauf que les bactéries, il y en a plein qui sont gentilles et qui veulent notre bien, les PFAS pas trop, hein, honnêtement, il y en a pas beaucoup qui sont gentils et qui veulent notre bien, donc l'idée c'est pas forcément d'essayer de les éviter complètement parce que c'est quasiment pas possible, en revanche il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de réduire notre exposition aux PFAS. La première chose, c'est d'éviter de chauffer des aliments dans des contenants en plastique, notamment parce que la chaleur va aussi faciliter la libération des PFAS. Donc ça, vous le savez peut-être déjà, mais on évite vraiment de réchauffer un plat dans un emballage en plastique, particulièrement si c'est au micro-ondes, là c'est un peu la catastrophe. Donc voilà, on essaiera d'éviter de chauffer des aliments dans des contenants en plastique, on essaiera plutôt de les réchauffer dans des contenants en verre, en inox si c'est pas au micro-ondes par exemple, sinon ça va un petit peu faire des étincelles. Voilà, on essaiera d'éviter ça. C'est important aussi de privilégier des ustensiles de cuisine qui sont dans des matériaux ne contenant pas de PFAS. Donc par exemple, des choses en inox ou en fonte et d'éviter au contraire les poêles anti-adhésifs contenant du téflon. Je vous dis ça, moi j'ai utilisé des poêles en téflon à peu près toute ma vie jusqu'à il y a peu de temps parce que j'allais dire j'étais pas au courant de ces fameux PFAS, non c'est faux, puisque j'ai toujours entendu quand j'étais petite, attention ne raye pas la poêle en téflon, ne mets pas une fourchette ou un couteau dans la poêle, parce que si tu la rayes ça devient cancérigène. Et sauf que j'ai entendu ça toute mon enfance et à aucun moment je me suis dit, mais attends, mais il n'y a pas une autre façon de faire, parce que c'est un peu bizarre quand même de dire ça, enfin de savoir, en fait on sait que si on raye la poêle, elle devient cancérigène. Oui, du coup voilà, c'est des choses qu'on entend depuis très longtemps, mais sur lesquelles on pose peut-être pas assez de conscience et on se dit pas tiens on va peut-être essayer de faire différemment. Et moi la première, hein, j'ai vraiment utilisé des poêles anti-adhésifs jusqu'à il y a très longtemps, jusqu'à il y a peu longtemps, en me disant c'est bon, elle est pas rayée ma poêle, donc elle est pas cancérigène. Alors déjà, spoiler alerte, souvent les poêles anti-adhésives contenant du téflon par exemple contiennent des PFAS qui vont se libérer que la poêle soit rayée ou non. C'est-à-dire que même une poêle neuve sans aucune rayure va quand même diffuser des PFAS dans votre alimentation. Donc il n'y a pas que cette histoire de la rayer effectivement. Et deuxième point, c'est que qui n'a jamais rayé une poêle en téflon et a continué à l'utiliser quand même pendant des mois voire des années parce que la flemme de changer de poêle. Bon, moi perso je plaide coupable. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que dans cet épisode, l'idée c'est pas de me positionner en donneuse de leçons et de vous dire oh là là, il faut surtout pas faire ça, parce que je l'ai fait pendant des années, donc je serais très mal placée pour venir vous dire quoi faire et voilà, et ce qui est mal, ce qu'il est mal de faire. Moi, mon objectif, c'est surtout de vous donner des conseils et que vous puissiez ensuite faire vos choix de manière éclairée. Voilà, petite parenthèse. Donc effectivement, on évite au maximum les poêles anti-adhésifs, surtout celles qui contiennent du téflon, mais bon, à partir du moment où c'est anti-adhésif, a priori, il y aura quand même des PFAS dedans. On privilégie plutôt des ustensiles de cuisine en inox ou en fonte. Alors il faut savoir que c'est beaucoup moins sympa de cuisiner avec des choses en inox ou en fonte par rapport à des trucs anti-adhésifs. La plupart de vos aliments vont coller, même si vous faites bien le protocole qu'il faut faire, etc. Il faut le savoir, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être accepter et de se dire que oui, ça va peut-être être un petit peu plus relou au quotidien, mais en même temps, on évite de se faire du mal à la santé, donc ça peut valoir le coup. Mais ça, après, encore une fois, chacun fait ses choix en pleine conscience. Idéalement aussi, pour éviter les PFAS, il faudra utiliser des produits ménagers naturels plutôt que des produits chimiques pour l'entretien domestique. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas, un produit pour dégraisser vos plaques de cuisson, je vous déconseille d'aller dans votre rayon supermarché et d'acheter un truc où vous avez 1000 choix entre 1000 bouteilles super colorées qui dégraissent en moins d'une seconde ou je ne sais quoi. Idéalement, il vaut mieux prendre un bon vinaigre blanc ou un bon truc naturel. Certes, ça prendra peut-être plus de temps à dégraisser, ce sera peut-être moins fun. C'est un peu comme les poêles anti-adhésives, hein, clairement. C'est peut-être moins fun de faire le ménage avec des produits naturels, mais c'est quand même tellement, tellement meilleur, à la fois pour l'environnement et aussi pour votre santé, parce que sachez qu'effectivement, quand vous pchitez sur vos plaques de cuisson un truc, j'ai pas de marque qui me vienne en tête, parce que je ne sais même pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté des trucs comme ça au supermarché. Et puis l'idée, c'est pas de citer des
marques, mais vous voyez de quoi je parle, un peu les sprays, les bouteilles de toutes les couleurs, ça dégraisse, c'est super, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon bah ça, sachez qu'en général c'est bourré de perturbateurs endocriniens et donc de PFAS aussi en tout genre. Un point qui peut être aussi intéressant pour éviter les PFAS, bien sûr, c'est de filtrer l'eau du robinet pour réduire la quantité de PFAS potentiellement présente. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de systèmes de filtration qui fonctionnent très bien. Donc je vous laisse faire vos propres recherches sur ça, puisqu'il y a différents systèmes qui existent selon aussi les budgets de chacun, selon les envies de chacun, et voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Moi personnellement, j'ai ce qu'on appelle une fontaine filtrante, donc avec 2 cuves, une qui a des gros filtres dedans dans lequel je verse l'eau, et ensuite ça filtre l'eau dans une cuve en dessous. Et donc effectivement, voilà, c'est un système de filtration assez intense, on va dire. Enfin voilà, c'est pas juste une petite carafe qui filtre l'eau en 3 secondes, et voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus technique, qui est certes, qui coûte quand même un petit budget à l'achat. Moi je crois que je l'avais payé dans les 300 € ou 350 €, mais c'est des choses qui se gardent des années. Donc voilà, c'est aussi à chacun de voir ce qu'il peut faire et ce qui lui semble ok. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vois vraiment la différence. J'ai énormément de mal, même aujourd'hui, à boire une eau du robinet qui sort du robinet, tout simplement parce que souvent je trouve qu'elle a vraiment le goût de chlore, elle a vraiment un goût très chimique. Donc ça peut valoir le coup aussi de filtrer l'eau du robinet, à la fois de manière, pour votre plaisir gustatif, mais aussi pour votre santé. Un autre moyen d'éviter les PFAS, ça va aussi être de préférer bien sûr des vêtements et des meubles écologiques qui n'ont pas été traités avec des substances chimiques nocives. Donc ça veut dire aussi souvent d'éviter un peu, pas la fast fashion, puisque c'est les vêtements aussi on parle. Donc c'est aussi d'éviter un peu tout ce qui va être fast fashion, fast ameublement, voilà, et de privilégier des choses qui seront donc plus écologiques. Donc forcément souvent ça veut dire des choses plus onéreuses, mais ça veut peut-être aussi dire moins de choses, mais des choses mieux pour vous, pour l'environnement, pour votre santé. Et un autre point sinon, ça peut être de choisir les vêtements et les meubles de seconde main, puisque en général c'est plutôt juste après la fabrication que les meubles et les vêtements vont contenir le plus de PFAS et vont le plus en rejeter dans l'environnement, même si ils continueront à en avoir toute leur vie, mais voilà, au moins le fait de les choisir de seconde main, ça peut effectivement diminuer un petit peu la quantité de PFAS à laquelle vous allez être confronté. Un autre moyen d'éviter, enfin en tout cas d'éliminer au mieux les PFAS, c'est bien sûr de favoriser une détox naturelle, c'est-à-dire le processus que votre corps est capable de faire tout seul. Et ça, c'est en maintenant une bonne hygiène de vie, avec de l'exercice physique régulier notamment, une alimentation saine, etc. Tout ça, a priori, vous connaissez, mais c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer la capacité de détox de notre corps. On a tendance à lire un peu partout, oh là là, il faut faire des détox, il faut booster le corps pour qu'il favorise... il faut détoxifier notre corps, absolument, mais en fait, votre corps, il se détoxifie en permanence, et c'est vraiment une vraie usine d'épuration, et il est quand même assez doué pour ça en général. Donc déjà, en maintenant une bonne hygiène de vie, ça permet aussi d'avoir une détox qui se fait de manière naturelle et efficace. Bien sûr, on peut toujours l'optimiser en apportant au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux, mais voilà, il faut aussi penser à ça, au fait que garder une bonne hygiène de vie, c'est aussi un moyen de bien éliminer les déchets auxquels vous êtes confrontés dans votre quotidien. Et puis bien sûr, un dernier point, c'est, comme on l'a vu un petit peu avant, de chouchouter son microbiote pour qu'il soit capable effectivement de résister aux PFAS notamment, et qu'il puisse aussi éliminer un petit peu ce qu'il peut, pour qu'il garde son équilibre et qu'en même temps il fasse un petit peu aussi son job d'élimination, puisque votre microbiote il sert quand même aussi à éliminer une partie des déchets. Donc ça c'est un point aussi, c'est un travail de toute une vie et qui doit se faire au quotidien, mais qui néanmoins reste hyper important. Un autre point qu'on peut se demander, c'est comment savoir si on est contaminé, comment savoir si effectivement on est plein de PFAS ou si finalement ça va. Alors, il existe aujourd'hui des tests spécifiques sur ça dans certains laboratoires pour mesurer un peu l'exposition aux PFAS, en tout cas mesurer un peu la quantité de PFAS que l'on veut avoir dans le corps, mais il faut savoir que leur fiabilité, elle peut quand même varier, et je sais pas aujourd'hui honnêtement à quel point c'est très fiable. Voilà, je saurais pas dire, donc je sais pas trop si je recommande ces tests-là ou pas, je sais pas s'il y a encore assez de recul sur ça, voilà, peut-être que oui, peut-être que non, honnêtement j'ai pas trop l'info. Moi
personnellement, j'ai fait ces tests parce que je suis hyper curieuse, que j'adore faire des analyses et que j'ai eu la possibilité aussi de les faire pour un tarif un petit peu plus réduit. Et mes résultats étaient quand même assez rassurants. J'étais assez contente parce que effectivement, j'ai pas toujours eu l'hygiène de vie que j'ai aujourd'hui. J'ai utilisé, comme je vous disais, des poils anti-adhésives presque toute ma vie. Voilà, j'ai utilisé des cosmétiques waterproof. Voilà, j'ai réchauffé des choses dans des barquettes en plastique. Enfin, j'ai pas du tout eu une hygiène de vie parfaite pendant longtemps. Donc je me disais, à mon avis, ça va pas être joli. Finalement, il se trouve que j'ai un petit peu effectivement des PFAS qu'on retrouve dans les poils anti-adhésives notamment, mais le reste c'est plutôt pas trop mal. Donc bon, je suis assez contente, même si encore une fois je garde un peu de réserve sur la précision de ces tests et sur la fiabilité. Donc c'est pas pour autant que je me dis oh bah c'est bon, tout va bien, j'ai rien à faire, tout est ok. Voilà, je reste quand même vigilante sur tout ça. Et peut-être pour vous donner un petit peu mon approche personnelle par rapport à ces fameux PFAS, j'en fais pas non plus une psychose, parce que si on commence à faire un peu une psychose de tout ce qui nous entoure et qui potentiellement est dangereux pour nous, je pense qu'on s'arrête de vivre, clairement. Donc moi je suis toujours un peu partisane de faire du mieux possible pour effectivement essayer de limiter l'impact de tout ce qui pourrait impacter ma santé, mais sans non plus en faire effectivement une psychose, parce que si ça génère aussi un énorme stress, c'est pas bon non plus, puisqu'on sait à quel point le stress il est délétère pour la santé. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver un peu un équilibre. Et de mon côté, j'ai effectivement adopté plusieurs mesures depuis quand même plusieurs années pour limiter mon exposition au PFAS, mais en fait là je parle de PFAS, mais moi d'une manière générale, j'ai essayé durant ces dernières années de limiter mon exposition surtout aux perturbateurs endocriniens, puisque c'est plus aujourd'hui effectivement le terme un peu à la mode c'est les PFAS, mais en gros les perturbateurs endocriniens, ça on en entend parler quand même depuis assez longtemps. Ça c'est quand même quelque chose sur lequel je suis sensibilisée depuis longtemps. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que effectivement je consomme majoritairement bio, que ce soit pour mon alimentation ou mes cosmétiques aussi, depuis plus de 10 ans maintenant quand même, ça fait quand même un sacré moment que je m'intéresse à la santé, que je me forme à tout ça et que j'ai pris conscience effectivement de l'importance de ce que je mange, de ce que je mets sur ma peau, sur moi, dans mon environnement, etc. Donc ça pour le coup je suis quand même assez pas intransigeante, mais j'essaye quand même vraiment d'être vigilante sur ce que je mange et ce que j'utilise comme cosmétique, vraiment ce qui est en contact direct notamment avec mon corps et ma peau. Donc ça, voilà, depuis effectivement 10 ans, majoritairement bio. Bien sûr, je n'utilise plus de cosmétiques waterproof par exemple, mais je vous dis ça, mais si vous aujourd'hui vous utilisez des cosmétiques waterproof, ne vous sentez pas ni jugé, ni ne vous dites pas au secours, il faut que je jette absolument toute ma trousse de toilette parce que c'est horrible, voilà. L'idée c'est simplement de le savoir et de pouvoir se renseigner aussi et de faire ses choix en conséquence. Encore une fois, l'idée c'est pas de devenir Miss ou Monsieur Parfait et de tout faire bien comme il faut. J'ai donc effectivement enfin arrêté les poils anti-adhésives au profit d'ustensiles plus sains, mais je vous dis ça fait quelques mois, je pense que c'est depuis le début de l'année et encore peut-être même pas, peut-être un petit peu après. Donc vous voyez, je suis pas non plus Miss Parfaite qui fait tout bien et qui a tout fait bien toute sa vie, mais effectivement il y a un moment je me suis dit bon, en fait j'en ai marre d'utiliser quelque chose où je sais consciemment et pertinemment que c'est mauvais pour ma santé. Là pour le coup il n'y a pas trop de débat sur ça. Donc voilà, j'ai sauté le pas, maintenant j'utilise des poêles en inox. Alors certes c'est un petit peu plus relou pour cuisiner, mais c'est pas grave, je suis contente parce que je fais du bien à ma santé. J'essaye aussi de privilégier des vêtements éco-responsables et de limiter l'achat de vêtements de fast fashion par exemple. C'est vrai que je ne vais plus du tout acheter des vêtements dans des enseignes de fast fashion par exemple. Aujourd'hui j'ai beaucoup moins de vêtements qu'avant, mais par contre c'est vraiment des vêtements que j'adore, que j'ai choisis avec soin et qui sont pour la majorité, parce que c'est pareil, je ne suis pas Miss Parfaite, donc j'ai pas que ça non plus, mais c'est majoritairement des vêtements qui vont être beaucoup plus éco-responsables, c'est-à-dire faits avec des matières beaucoup plus éco-responsables, je cherche un autre mot, mais voilà, qui vont être moins polluantes, à la fois pour l'environnement, à la fois pour ma santé. De même pour les meubles, alors je vais pas vous mentir, je vais quand même m'acheter des meubles parfois chez Ikea, puisque quand on parle de fast ameublement en général, on parle d'Ikea, mais j'essaye au maximum d'acheter des meubles plutôt de seconde main quand c'est possible, et si possible, c'est pareil, de trouver des meubles qui vont être un peu plus éco-responsables, mais ça, comme je vous disais, bien sûr que c'est un budget qui est beaucoup plus conséquent, donc en général, voilà, moi je me suis mis vraiment dans cette optique d'acheter moins mais mieux, mais je sais que c'est pas toujours possible, on fait vraiment comme on peut, moi c'est pas encore parfait du tout aujourd'hui, c'est encore une démarche qui est en cours,
mais voilà, en tout cas. Et aussi, je filtre l'eau du robinet depuis plus de 4 ans. Effectivement, comme je vous disais, j'ai acheté un système de fontaine de filtration. Et ça, effectivement, ça fait depuis fin 2020, je crois. Donc ça fait faire bientôt 4 ans. Et ça, c'est effectivement une très très bonne décision. Ça, vraiment, j'en suis très contente parce que je vois la différence au quotidien dans à la fois le plaisir gustatif et voilà, vraiment la qualité de l'eau. Donc voilà, un petit peu pour vous indiquer un petit peu personnellement, moi, ce que je fais. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura pas trop inquiété. Mon objectif, c'était pas de vous faire paniquer par rapport à ces fameux PFAS. Encore une fois, dites-vous qu'ils sont là depuis bien plus longtemps que vous, ils seront là encore bien après nous. Et l'idée, c'est plus, je trouve, de s'informer sur le sujet pour essayer de faire un petit peu ce qu'on peut à notre échelle, sans que ça devienne non plus, bien sûr, une psychose et voilà, sans que ça nous empêche de vivre, parce que c'est pas non plus l'objectif. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des questions suite à cet épisode ou si vous souhaitez y réagir, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je suis toujours super contente d'avoir vos retours suite aux épisodes et je suis toujours ravie d'en discuter avec vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.